Bonjour Monsieur Nicolas Bouvier. Bonjour. Donc aujourd'hui, nous sommes le 7 avril 2025. Je reçois Nicolas Bouvier pour faire une émission spéciale sur le probable déclenchement de la guerre en Iran par les Américains. Donc nous allons essayer d'étudier ensemble comment pourraient se dérouler ces événements et puis surtout quelles vont être les conséquences pour nous en France et apporter des solutions dans l'immédiat. Voilà. Donc on va développer tout ce thème avec Monsieur Nicolas Bouvier et donc nous on va vous faire voir différentes choses tout à l'heure. On va faire voir un petit documentaire qui va illustrer notre émission. Nous allons faire cette émission pour informer les personnes qui nous font l'honneur de nous regarder. Et donc, comme vous l'avez dit, moi c'est pareil, je ne suis pas à l'intérieur de réseaux, je n'ai pas d'intérêt à défendre dans aucun domaine, je ne fais partie d'aucun parti politique, et la seule chose qui m'a animé depuis des années, c'est d'essayer d'apporter des informations précises pour, si c'est possible, de sauver des familles en France, des conséquences que pourrait avoir une guerre nucléaire. Alors dans l'immédiat, nous ne sommes pas directement concernés, nous en France, par ce que vont mettre en place les États-Unis et Israël. Parce que, curieusement, les gens sont assez naïfs, ils s'imaginent, et ce sont, bien sûr, c'est le résultat des campagnes de propagande qui sont faites dans les grands médias, que Trump a été élu pour ramener la paix. Alors Trump n'a pas été élu pour ramener la paix, on pourra en parler, je l'avais déjà dit dans des articles, il a été élu par les PAC, c'est-à-dire le lobby sioniste installé aux États-Unis, qui dirige les États-Unis depuis, on va dire, l'élection de Lyndon Johnson, c'est-à-dire depuis l'assassinat de Kennedy. Et l'EPAC, là, a décidé de mettre en place Trump pour détruire l'Iran, comme à l'époque, on avait mis en place George Bush Jr. pour détruire l'Irak. Alors pourquoi? Parce que l'Iran représente une menace pour l'existence d'Israël, et Israël, qui a pour but de réaliser son rêve, c'est-à-dire le grand Israël, qui va prendre la totalité du Liban, une partie de la Syrie, une partie de la Jordanie et du Sinaï, eh bien, pour cela, il faut qu'il n'y ait aucune puissance nucléaire autour d'eux, susceptible de les contrer, parce que eux, et ça les gens l'ignorent, mais je le dis depuis des années, Israël possède 360 têtes nucléaires, c'est la seule puissance nucléaire au Moyen-Orient, et ça, la plupart du temps, même les journalistes l'ignorent, et ce qu'ils ignorent encore plus, c'est que ce sont les réseaux israélites en France qui leur ont permis d'obtenir la bombe nucléaire à partir des années 60. J'ai expliqué toute cette histoire, comment ça s'est déroulé, et surtout, à partir de 1960, c'est la France qui a procédé à tous les tests des bombes nucléaires fabriquées par Israël. Nous avons réalisé 250 explosions nucléaires, à la fois pour mettre au point notre arsenal nucléaire français, mais également pour celui d'Israël et pour celui d'Afrique du Sud. Donc j'ai fait des émissions là-dessus sur lesquelles j'ai donné les dates, le type d'explosion, les puissances et tout. Et donc il suffit d'aller sur ma chaîne pour voir tout ce détail. Donc ça fait depuis à peu près plus de 60 ans que nous participons, que ce soit la France et d'autres pays, à ce qu'Israël soit armé de manière nucléaire. Voilà, c'est-à-dire qu'ils ont voulu constituer une dissuasion vis-à-vis de tous les pays qui sont autour d'Israël, en leur disant, c'est très simple, si vous nous attaquez, nous, on vous détruit. Voilà. Donc ça, c'est la doctrine. Alors évidemment, le grand public n'est pas au courant, mais et donc, jusqu'à présent, à chaque fois, quand l'Irak s'est préparé à se doter d'une arme nucléaire, eh bien, l'usine d'enrichissement a été détruite. Quand ils ont procédé à de nombreux assassinats en Iran pour empêcher que l'Iran, pour retarder la mise au point. Quand Donald Trump est arrivé au pouvoir aux États-Unis, il a été mis en place pour
détruire les contrats, les accords qui avaient été signés entre les États-Unis avec la signature quand même de 6 autres pays, c'était important. Il a mis ça à la poubelle. Et donc tout ça parce que il ne voulait pas, parce que en fait, je vais vous dire tout simplement, l'Iran n'a pas besoin de l'arme nucléaire pour détruire Israël. Elle possède une technologie au niveau des missiles conventionnels qui est suffisante pour détruire Tel Aviv, toute la banlieue et toute la région. Donc, sans avoir recours à l'arme nucléaire. C'est complètement... mais, ceci dit, il n'y a aucune raison que l'Iran ne soit pas capable d'avoir une arme nucléaire, alors que le Pakistan l'a, l'Inde l'a, etc. Alors, il y a 10 pays dans le monde qui ont des armes nucléaires, et l'Iran n'aurait pas le droit. Donc ça, on se demande pourquoi. Ce qui se pose comme question également, M. Chevrier, c'est, j'allais dire, on fait le focus sur Israël, ça reste un pays avec une superficie assez modeste, avec environ 8-9 millions d'habitants, donc j'allais dire presque l'équivalent pour nous de la Suisse, à côté de la France. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'Israël a autant de poids dans le monde, que ce soit au niveau géopolitique comme au niveau nucléaire, alors que sa superficie et, j'allais dire, son impact même au niveau de la population sur le plan mondial fait que c'est assez modeste? Oui, alors là, si vous voulez, j'ai fait là-dessus des vidéos pour expliquer. Il faudrait remonter 7 siècles en arrière pour comprendre le pouvoir énorme, incroyable, du lobby que l'on a qualifié maintenant le lobby de la finance, mais qui en fait est le lobby israélite ou le lobby, on va dire, sioniste. Pourquoi? Il faut remonter à peu près au XIIe siècle pour comprendre comment les choses se sont déroulées. À cette époque-là, l'Église catholique règne en maître sur tous les pays occidentaux. L'Italie, la France, l'Espagne, le Portugal, la Hollande, la Belgique, c'est l'Église catholique qui vraiment dirige les pays avec à côté des rois à l'époque. Et donc l'Église catholique interdit l'usure. C'est un crime. Vous ne pouvez pas prendre de l'intérêt sur de l'argent que vous avez prêté. L'Église catholique condamne cette pratique. Non seulement vous êtes automatiquement excommunié, mais vous êtes interdit de sépulture. Vous imaginez un chrétien auquel on va refuser d'être enterré selon notre coutume au cimetière. Qu'est-ce qu'on fera de sa dépouille? Voilà, c'est à ce niveau-là. Et donc, par contre, les Juifs, les rabbins, eux, n'interdisent pas le prêt avec intérêt. Ils l'ont même codifié dans un livre qui fait partie de leur Bible. Ils ont codifié avec 10% sur certaines circonstances, 20% d'intérêt, et en ce qui concerne les semences à l'époque, ils font des prêts à 30%, puisque le prêt dure 4 mois, le temps que la semence devienne récolte et que l'on soit remboursé. Et donc, en fait, ça fait un taux d'intérêt à 10% l'an. Et donc, de ce fait, à partir de l'époque de Marco Polo, où le commerce mondial va prendre une grande ampleur, toutes les banques appartiennent à des familles juives. Et ce qui est important, c'est qu'il faut bien comprendre comment ces gens-là vivent depuis 2000 ans. Ils se marient entre eux et ils se transmettent. À l'époque, il n'y a pas d'impôt sur le revenu, il n'y a pas de TVA, il n'y a pas toutes ces taxes que l'on a inventées depuis, et donc ils se transmettent la fortune de père en fils ou de père en fille, etc. Et vous allez avoir pendant 7 siècles, des fortunes colossales qui vont se transmettre dans les familles de banquiers. Et comme je l'ai expliqué, les banquiers ne peuvent pas être autres que juifs. Donc c'est la faute de l'Église catholique si nous sommes arrivés à cette situation. Mais non seulement on a un décalage phénoménal où des fortunes énormes se sont accumulées, mais quand on va passer de l'époque artisanale, si vous voulez, on a vécu pendant des siècles où
l'essentiel de la valeur des choses, c'était la terre. On cultivait la terre et on faisait des artisans pour faire les outils pour travailler la terre. C'était ça, en fait. Il y avait quelques commerces avec les bateaux de l'époque. Mais à partir de 1830, on passe de l'ère artisanale à l'ère industrielle. Et là, pour développer des usines et tout ça, pour investir dans les chemins de fer, pour investir dans le transport de l'électricité, il faut des sommes énormes, considérables. Qui possède ces sommes-là? Eh bien, les banquiers. Et les banquiers, à partir de 1840, il va y avoir par exemple Haussmann qui va faire construire Paris. Qui est-ce qui est capable de financer la construction de Paris? C'est ces gens-là. Et donc, les fortunes vont être multipliées par 50, par 100. Et à partir de ce moment-là, ces gens-là tiennent le monde complètement. Mais ensuite, ils se rendent compte que être riche, avoir des tonnes d'or, ça ne sert à rien si vous n'avez pas le pouvoir politique. Comment? Le vrai pouvoir, c'est le pouvoir de décision, c'est le pouvoir politique. Comment est-ce qu'ils vont s'en emparer? Tout simplement en disant, cet argent qui dort dans des sacs d'or, des quantités d'or, eh bien, on va l'investir pour être propriétaire des médias, puisque maintenant on passe à l'ère de l'élection électorale. Et donc, avant, il aurait été impossible, au temps des rois, de devenir dirigeant politique. Ça se faisait de père en fils. Ils ont, sans aucun doute, financé, organisé la Révolution française et ensuite les autres. Et donc, à partir de ce moment-là, il fallait créer des réseaux. Et ces réseaux sont devenus propriétaires des médias. Les radios, les télévisions, plus tard, mais surtout d'abord, au départ, c'est les journaux, sont devenus très vite propriétaires des journaux, ensuite des radios, et puis de tout un tas de cercles d'influence. Et donc, quand vous êtes propriétaire de toutes les chaînes de télévision, eh bien, vous faites voter pour Dupont, vous faites voter pour Durand. Et les instituts de sondage aussi, et les bien sûr. Mais alors, surtout, j'ai révélé dans mon livre que ils sont surtout propriétaires de toutes les agences de publicité. Parce que là, si vous voulez, et là aussi on n'a pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais aux États-Unis, c'est quelque chose de phénoménal. C'est eux qui tiennent un peu tout le reste. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà un petit peu. Là, j'ai résumé un peu pour que les gens comprennent pourquoi le lobby de la finance du monde occidental est entre les mains de quelques réseaux, c'est plusieurs réseaux, et surtout, pourquoi nous allons aller vers la Troisième Guerre mondiale? Parce que ce monde est un monde unipolaire, qu'ils veulent diriger le monde entier, mais depuis, si vous voulez, 1900, le monde a changé. Parce que en 1900, nous étions 1 milliard d'habitants sur la Terre, et donc le monde occidental représentait quelque chose de très très important avec toutes les colonies. Et aujourd'hui, le monde n'est plus ce qu'il était en 1900, puisque nous sommes 8 milliards d'habitants et que maintenant l'essentiel, c'est les Chinois, les Indiens, etc. Les Iraniens, puisqu'on va en parler, 90 millions. Et donc, le monde a basculé. Et donc, de faire des sanctions économiques contre la Russie ou contre l'Iran, ça ne sert plus à rien, puisque quand vous voulez pas nous acheter du pétrole à nous, eh bien on va le vendre aux Indiens, on va le vendre aux Chinois. Ils ont d'autres moyens pour... etc. Donc c'est fini. Quand vous avez 80% de la population qui se trouve dans ces pays-là, eh bien vous n'avez plus... Vos sanctions économiques, elles valent rien du tout. Alors justement, est-ce que les BRICS, dans cette histoire-là, peuvent changer la donne ou est-ce que ça reste un nouvel ordre mondial autre? Est-ce qu'il y a un impact par rapport aux BRICS dans ce qui peut arriver dans quelques semaines ou pas du tout? Dans un premier temps, si vous voulez, c'est Netanyahou qui mène la danse. C'est lui qui veut impliquer les États-Unis dans la destruction de l'Iran. Mais comme nous allons le faire voir dans notre vidéo, on va présenter le niveau de technologie où sont arrivés les Iraniens. Ça n'est pas du tout, ça correspond pas à l'image que les Français se font de l'Iran. Les grands médias
nous ont raconté que c'était un pays arriéré, avec des femmes voilées, avec dirigé par des ayatollahs, tout ça. Non, tout ça, c'est du cinéma, c'est Hollywood. J'ai réalisé des vidéos là-dessus pour mettre. Alors, l'Iran, c'est d'abord un pays qui a été sous sanctions économiques depuis 79 et qui a souffert énormément pendant plus de 20 ans de ces sanctions. Il y avait un problème, si vous voulez, énorme en Iran. On trouvait pas de médicaments, on trouvait pas de beaucoup de choses. Ces gens-là souffraient. Et puis, à partir des années 2000, la Chine a commencé à devenir un gros client de l'Iran. Et donc, il y a eu, et puis les États-Unis n'étaient pas en mesure d'interdire à la Chine d'acheter le pétrole en dollars, comme ils ont interdit à la France de le faire, ils ont condamné la BNP, par exemple, en lui donnant une amende de 5 milliards de dollars à l'époque, parce que on avait fait un paiement de pétrole en dollars, ce qui fait voir un peu l'état de dépendance de l'Union européenne, alors qu'on aurait pu le payer en euros. Bien non, il fallait le payer en dollars. Et là, automatiquement, il y a eu cette amende. Mais à partir des années 2000, l'Iran a des rentrées d'argent qui ne proviennent plus des pays occidentaux. Et à partir de ce moment-là, imaginez ce pays qui était à l'époque on va dire 70 millions d'habitants, commençait dans les grandes universités, dans les grandes écoles, à produire déjà plus de 100 000 ingénieurs par an. Et depuis les années 2015, ils sortent presque autant d'ingénieurs en Iran qu'aux États-Unis. 214 000 en 2018 et 240 000 aux États-Unis. Vous voyez, le premier pays dans le monde qui produit des ingénieurs de haut niveau, c'est la Russie. La Russie produit 450 000 ingénieurs par an depuis 7-8 ans. C'est quelque chose de phénoménal. Donc en fait, on est en train d'être de plus en plus dépassé par tous ces pays-là, en quelque sorte. Oui, parce que vous avez dans ces pays, la Russie et l'Iran, vous avez des physiciens, des mathématiciens de tout premier plan, et donc automatiquement, ça découle. Eh bien, on part du sommet et puis on arrive à des niveaux de technologie très. Et donc, nos médias sont complètement en dehors de cette réalité. Mais alors, justement, Monsieur Chevrier, à la fois les médias, quand on dit médias, ce sont essentiellement les médias traditionnels, toujours très suivis, sont toujours en dehors de la réalité. On rappelle aussi à qui ils appartiennent, ces médias. 95% familles, oligarques, etc. Mais également aussi le fait que ces médias sont très partiaux désormais, sont devenus des propagandistes, travestissant et même trahissant la charte de Munich, que je m'efforce à titre personnel de respecter. Mais pour autant, on voit que ces médias aussi ont un but, c'est de décerner la palme du gentil et du méchant. On l'a vu avec le conflit en Ukraine, avec Poutine et Zelensky. Aujourd'hui, on le voit avec notamment Netanyahou et la Palestine. Alors, au-delà de ces médias, on voit surtout que, là, ce que vous nous dites, c'est que dans quelques semaines, donc on est actuellement le 7 avril, donc aux alentours d'ici le 1er mai, il y aurait une attaque des États-Unis contre l'Iran. Pour rappel, pour que ce soit bien clair pour tout le monde, donc l'Iran est un allié du Hamas, du Hezbollah, donc par définition ennemi d'Israël. Ce même Israël qui est l'allié des États-Unis, j'allais même dire de l'Occident en général. Donc finalement, comment pourrait se passer cette attaque d'après vous ? Puisque jusqu'à présent, dans ce que vous avez écrit dans votre ouvrage, et j'en citerai un ou deux passages tout à l'heure, eh bien, vous ne vous êtes pas trop trompé. Après, on ne peut pas tomber au jour près, bien entendu, mais en tout cas, ce que vous aviez prévu, je rappelle que l'ouvrage a été écrit à l'été 2022, donc il y a presque 3 ans, que ça a été publié en décembre 2022, donc déjà 23, pardon. Et donc de ce fait, vous aviez déjà prévu le retour pardon, vous avez raison, décembre 2022. C'était décembre 2022, il n'y a pas de souci. Oui, vous avez raison. Décembre 2022, et je vais me permettre de citer un passage pendant que j'y suis, notamment de Trump réélu. Alors on est page 49 de l'ouvrage, donc je cite...
Alors, donc la deuxième situation qui pourrait déclencher une troisième guerre mondiale pourrait avoir comme point de départ la destruction par l'aviation israélienne d'installations de production de l'arme nucléaire en Iran. En 2024, il est probable que Donald Trump sera réélu président des États-Unis et on connaît son soutien inconditionnel pour Israël. Dès le début de l'année 2025, les Israéliens pourraient décider de détruire les installations susceptibles de fabriquer l'arme nucléaire en Iran, sachant qu'ils auront le soutien inconditionnel de Donald Trump. Compte tenu des liens commerciaux très étroits développés entre l'Iran et la Chine, et entre l'Iran et la Russie, il est possible que la Chine et la Russie décident d'aider l'Iran dans cette guerre contre Israël. La flotte américaine qui croise au large de l'Iran interviendra avec Israël si l'armée israélienne se trouve en difficulté. Elle apportera de toute façon son soutien avec des satellites et des radars. L'armée chinoise se prépare à une confrontation avec l'armée américaine depuis plus de 20 ans, à se demander si la guerre froide s'est terminée un jour. Elle n'attaquera la flotte américaine que si elle estime être en état de supériorité. Xi Jinping, donc le dirigeant chinois, est un homme au sang-froid. Sa détermination est sans faille et il saura attendre le moment où il sera en mesure de faire basculer le monde, car c'est de ça qu'il s'agira. Donc pendant plus d'un siècle, le monde a été dominé et dirigé par des réseaux économiques et politiques pro-israéliens, s'imbriquant les uns aux autres, au point qu'il est devenu impossible de savoir qui dirige quoi. À ce propos, depuis plusieurs mois, les dirigeants d'Israël menacent de bombarder des installations d'uranium enrichi installées en Iran et curieusement, aucun journaliste, aucun média ne s'inquiète des conséquences catastrophiques que cela pourrait avoir pour le reste du monde. C'est là ce que vous disiez précédemment. Alors que tous les médias de télévision, de radio et de journaux s'affolent en parlant des conséquences catastrophiques d'un missile conventionnel touchant l'un des réacteurs de la centrale de Zaporijia en Ukraine et qu'il s'agit de barres d'uranium enrichies à 6% pour produire de l'électricité, personne ne s'inquiète des conséquences d'un bombardement sur ces centaines de centrifugeuses contenant des quantités importantes d'uranium enrichies à 80 ou 90%. Même en Israël, où les personnes compétentes en matière de production nucléaire et en matière de protection civile sont très nombreuses, aucun ne prend la parole dans les médias israéliens ou dans les médias d'autres pays pour dénoncer cette folie. Détruire des centrifugeuses par explosion. Donc voilà. Alors, oui, je vous remercie de lire ce passage. Effectivement, on est dans une situation complètement incroyable que ces personnes qui sont compétentes, informées à la tête d'Israël, savent très bien qu'en envoyant des bombes sur des ateliers qui se trouvent à 40 ou 50 mètres sous terre, eh bien, en les faisant exploser, on va propulser dans l'atmosphère une quantité énorme de matière radioactive, voyez, et donc ce nuage de radioactivité ne va pas se limiter à l'Iran. Ça va être Tchernobyl multiplié par 20 ou 50. Donc les pays autour ignorent un peu ces questions, bien que j'ai peut-être certaines personnes ont pu être informées par toutes les émissions que j'ai faites sur cette question de la grande différence entre une explosion à basse altitude, une explosion nucléaire à basse altitude et une explosion dans le sol, deux choses complètement différentes. Eh bien, peut-être que l'information est arrivée à ces personnes qui sont au Qatar, qui sont en Arabie Saoudite, parce que vous remarquerez que l'Arabie Saoudite était l'ennemi héréditaire de l'Iran pour une question de religion, puisque d'un côté vous aviez les chiites et de l'autre côté les sunnites. Eh bien, en ce moment, l'Arabie Saoudite a très clairement fait savoir au monde entier et aux États-Unis en particulier qu'ils se rangent du côté de l'Iran. Ils ne veulent donc pas. Le puzzle commence à se former de part et d'autre. Voilà, ils ne veulent pas, si vous voulez, que les États-Unis détruisent l'Iran. Or, actuellement, il y a deux types de conséquences. Vous avez les conséquences. Alors, il y a certainement des installations qui sont enterrées en plaine, près des grandes villes, où l'on a enrichi l'uranium par étapes successives dans les centrifugeuses. Et à l'époque, je parlais de centaines de centrifugeuses. On peut parler de milliers de centrifugeuses qui sont dans des ateliers souterrains. Et donc, on va venir tout à l'heure avec des explications techniques. Pour détruire ce type d'atelier qui se trouve à 40 ou 50 mètres sous terre, il faut faire appel à des bombes très spéciales
Et ces bombes sont fabriquées par les États-Unis. Je vous donnerai les détails tout à l'heure. Et ces bombes ne peuvent être transportées que par les avions B-2. Alors, je vais vous donner les dimensions. La bombe en question, je vous donnerai sa référence. Elle fait 6 mètres de long. Elle pèse 14 tonnes, et va être larguée depuis un avion B-2. Alors, un avion B-2 peut en transporter 2, vous voyez, pas plus. Et donc, l'avion B-2, je vais vous donner ses caractéristiques. C'est un avion qui a coûté, par appareil fabriqué, plus de 2 milliards 300 millions. Ils en ont produit aux États-Unis 21. Et actuellement, dans les années entre 1980 et 1995, depuis, ils n'en produisent plus, ça coûte beaucoup trop cher, ils les entretiennent, mais des avions de ce niveau, si vous voulez, ça a une durée de vie quand même très longue, puisque on fait de l'entretien. Donc, ils en possèdent 21 au niveau du monde, et actuellement, viennent d'en positionner 7 à Diego Garcia. Diego Garcia, c'est une base américaine qui se trouve dans l'océan Indien, juste en dessous de l'équateur, à peu près à 4000 kilomètres du sud de l'Iran. Et donc, c'est de là que va partir les bombardements avec ces bombardiers furtifs qui ne sont pas détectés ni par les radars, ni par les satellites, une fois qu'ils sont en altitude. Ils sont détectables au moment du décollage, parce que les réacteurs sont au-dessus des ailes, et à ce moment-là, il y a une possibilité de les voir au décollage. C'est la raison pour laquelle ils ne vont pas les faire décoller de leur base du Qatar, parce que ça aurait été beaucoup plus commode, ils étaient tout près de l'Iran, mais là, ils pourraient se faire détruire par les missiles iraniens. Vous voyez ? Donc voilà comment les choses vont se produire. C'est un peu comme ce qui s'est passé à Cuba dans le passé, ou avec les bases de l'OTAN près de la Russie, qui a... Est-ce qu'on peut les comparer, ou est-ce que ce ne sont pas les mêmes situations? Non, c'est pas du tout la même situation. C'est pas du tout la même situation. Là, alors, si vous voulez, il faut aussi dire que Israël, qui dirige véritablement les États-Unis depuis une vingtaine d'années, depuis qu'ils ont fait voter une loi très simple, en 2011, ils ont fait voter une loi permettant aux entreprises privées de financer les campagnes publicitaires et électorales. Et donc là, on était déjà dans un système où tout était en faveur du lobby pro-israélien, mais là, on est passé à un système carrément bouclé. Vous voyez, là c'est terminé, en faisant monter un niveau de financement qui est tellement haut, qui est hors de portée de toutes les personnes privées, même des milliardaires comme Donald Trump, ne pourraient pas payer sa campagne publicitaire. Impossible. Les campagnes publicitaires pour l'élection du président des États-Unis, c'est monté la dernière fois à 14 milliards de dollars. Donc, il n'y a que des groupes, si vous voulez, qui financent. Alors justement, ma question est la suivante, puisque aux yeux des Occidentaux et d'une partie du monde, Trump était le sauveur en revenant à la Maison-Blanche. On a aussi Musk, qui est très proche de lui, c'est, j'allais dire, presque son alter ego en plus jeune, qui a quand même une fortune estimée à plus de 400 milliards de dollars, ce qui fait de lui l'homme le plus riche de l'histoire. On a aussi un Robert Kennedy sur le domaine de la santé. Donc ils sont tous très riches, milliardaires pour la plupart. Pourquoi être soumis à ce point à Israël, aux lobbies sionistes? Pourquoi ne cherchent-ils pas à s'émanciper de cela? Le peuvent-ils déjà dans un premier temps? Et s'ils essayaient de le faire, qu'est-ce qui pourrait se produire? Ils ne peuvent plus le faire maintenant parce que le niveau de financement pour une campagne électorale est hors de portée des individus. Vous citez Elon Musk. Je peux vous dire que il est très loin derrière les fortunes des familles dont je vous ai parlé. Qui serait à 500 000 milliards de... Voilà. Si vous voulez, on est les 5 familles, parce que là on parle d'individus. Alors dans les individus, il peut être peut-être parmi les plus riches, mais ça c'est juste du spectacle. Les 5 familles juives les plus riches des États-Unis totalisent 550 trillions de dollars. C'est-à-dire que
550 000 milliards de dollars. Vous voyez, c'est quelque chose de phénoménal. Donc, ils ont 5 familles possèdent presque la moitié des richesses des États-Unis. Et donc, en mettant la barre tellement haute, l'élection d'un sénateur, ça coûte, lors des derniers renouvellements qu'il y a eu, 277 millions de dollars par sénateur. Vous voyez, donc, ils ont mis la barre tellement haut. Et ils sont, dans ce que j'ai expliqué une fois, ils ont créé une économie circulaire. C'est-à-dire que pourquoi Trump est devenu milliardaire? Parce qu'il fait partie d'un réseau sioniste. Et donc, c'est pas autre chose. On passe des commandes à ceux qui sont dans le réseau, et les gens du réseau passent des commandes à ceux qui sont dans le réseau. Voilà. Et vous êtes dans ce qu'on appelle une économie circulaire, c'est-à-dire que on travaille entre soi, et donc on devient de plus en plus riche entre soi. D'ailleurs, c'est pas ça qui lui a permis de se sauver de la faillite lorsqu'il était dans le mania de l'immobilier, notamment? Bien sûr. Tout ça, si vous voulez, si vous êtes obéissant au réseau, vous avez toutes les portes qui vous sont ouvertes. Mais alors, Monsieur Chevrier, permettez-moi une question, on va dire plus franco-française, si je puis dire. Si ça se passe aux États-Unis, qu'est-ce qui nous prouve qu'en France, ce n'est pas la même chose avec le Parlement? C'est pareil. Mais alors, quelles seraient les institutions adaptées alors? Alors, la différence, elle est quand même encore assez importante. Elle porte sur 2 points, c'est-à-dire que le niveau de financement des campagnes publicitaires en France est limité, et donc on pourrait encore arriver à présenter certains candidats. Et surtout, il y a une grande différence, c'est qu'on n'a pas le droit, moralement, de faire des campagnes contre le candidat adverse, ce qui est autorisé aux États-Unis. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, le candidat peut financer une campagne de dénigrement sur son adversaire. Et il peut chercher, si vous voulez, il a eu des relations avec sa secrétaire, il a fait telle chose, il a mis une claque à des enfants, on l'a vu, ça a été filmé, ils vont vous faire voir dans le film. Et alors là, vous détruisez quelqu'un en l'espace de 8 jours de campagne. Mais est-ce qu'en France, on passe pas par la justice, justement, pour faire la même chose? Alors, voilà. En France, c'est beaucoup plus subtil, si vous voulez. On peut faire agir. Les réseaux sont partout. Les réseaux tiennent tout le monde. Alors, quand vous parlez des réseaux, vous parlez seulement des réseaux sionistes ou des réseaux maçonniques aussi? Mais la franc-maçonnerie appartient au réseau sioniste, c'est tout. Là, si vous voulez, c'est l'étage au-dessus. Les sionistes, c'est l'étage en haut. Alors justement, je voudrais qu'on rebondisse là-dessus, si vous me permettez, pour lire un deuxième passage, cette fois sur Kennedy, puisque il y a quelque temps, justement, Trump a fait sortir les archives déclassifiées de la CIA concernant l'assassinat de Kennedy. Et là, donc, c'est concernant le Mossad. Alors, vous aviez noté dans votre livre, je le rappelle, la prochaine guerre sera nucléaire, sachant quand même que cet ouvrage est sorti donc en décembre 2022. Et page 46, vous nous dites, je cite, « Imaginez le nombre de plans, de détails des différentes parties des bombes atomiques de l'époque des années 50. Il est évident que tous ces dossiers sont passés par l'ambassade d'Israël aux États-Unis. John Kennedy envoya une deuxième équipe convaincue qu'Israël cachait la réalité sur ses installations. Il était absolument opposé à ce qu'Israël possède l'arme atomique. Les États-Unis adressaient chaque année des sommes importantes à Israël et apportaient déjà leur soutien militaire en cas d'agression venant des États voisins. Il va convoquer Ben Gourion, qui lui rendit visite en 61. John Kennedy indiqua très clairement au chef d'État Israël que son pays devait immédiatement arrêter les travaux en cours et le développement de la bombe atomique. Quelques mois plus tard, il fut assassiné à Dallas, le 22 novembre 1963, qui est aussi le jour de la mort d'Aldous Huxley, pour la petite anecdote. Le vice-président Johnson, qui était un partisan d'Israël, le remplaça. Lee Harvey Oswald, présenté comme l'assassin du président Kennedy, fut à son tour assassiné par un dénommé Jack Ruby, un Israélite patron d'une boîte de nuit qui était au stade terminal d'un cancer. Cet assassinat, réalisé dans un bâtiment rempli de policiers où pour entrer dans ce bâtiment chaque personne avait été fouillée, laisse supposer que cet acte a été commis avec la complicité des agents du FBI. Tous les témoins de l'époque qui affirmaient que le président avait été tué par plusieurs tireurs placés dans le virage que prenait la voiture, tous ces témoins sont morts au cours de l'enquête et tous sont morts de mort violente. Beaucoup disent qu'ils ont été
suicidé. En octobre 1963, Robert Kennedy était ministre de la Justice depuis 2 ans, sous la présidence de son frère John Fitzgerald Kennedy. Les 2 frères étaient très proches et les informations qui remontaient par des services de renseignement jusqu'au président étaient partagées entre les 2 frères. Ce qui veut dire que Robert Kennedy était parfaitement au courant de ce qui se passait en Israël. John s'était formellement opposé au développement de la bombe atomique en Israël. Quelques mois plus tard, Robert Kennedy, qui se présentait à l'élection présidentielle, fut à son tour assassiné par un homme qui lui tira plusieurs balles de revolver à bout portant à l'intérieur d'un bâtiment où l'on peut supposer que les personnes entrant dans ce bâtiment avaient été fouillées. Si Robert Kennedy avait été élu président des États-Unis en 1968, c'est-à-dire 5 ans après l'assassinat de son frère, il est certain qu'il aurait ouvert 2 enquêtes. La première pour connaître les auteurs de l'assassinat de son frère, la seconde sur la façon dont Israël avait pu se procurer toute la technologie nécessaire à la fabrication de l'arme atomique. Et c'est là que, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, en effet, comment un tout jeune pays de moins de 20 années d'existence, peuplé de moins de 3 millions d'habitants, donc à l'époque, a-t-il pu développer une telle technologie, en sachant qu'à l'époque des pays de plusieurs dizaines de millions d'habitants, ayant des siècles d'existence, étaient dans l'incapacité de concevoir et de fabriquer ce type d'armes qui avait nécessité le travail de plusieurs milliers de savants et de techniciens pendant plusieurs années aux États-Unis. C'est pareil, pour la Suisse, on pourrait se demander comment se fait-il que la Suisse, qui est un petit pays officiellement neutre, soi-disant, possède toutes les institutions mondiales, l'OMS, l'ONU, le siège de l'ONU aussi, je crois. Non, pas le siège de l'ONU. À New York. À New York, pardon. Oui. Les banques mondiales, etc. Oui, comment se fait-il que la Suisse ait cette richesse-là? Alors certains ont dit que la Suisse appartenait aux Rothschild. Est-ce que... Non, là c'est un peu différent. La Suisse, c'est une tradition, un savoir-faire qui s'est développé parce que, en fait, tout simplement, on retombe dans ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est des histoires de religion. Il faut retourner très très loin en arrière. On peut dire que l'Église catholique régnait en maître en France, en Italie, etc. Et que quand il y a eu, si vous voulez, cette guerre de religion en France entre les catholiques et les protestants, beaucoup de protestants ont fui la France pour aller s'installer en Suisse. De la Suisse, ils sont partis, il y en avait plus de 200 000 qui sont arrivés en Suisse. De la Suisse, ils sont partis, une partie en Allemagne, et ils ont fondé la ville de Berlin. Vous voyez, les protestants français. Et c'était des gens tout à fait remarquables, les protestants français. Ils avaient pour principe, quand ils arrivaient dans un groupe de protestants, qu'ils arrivaient dans une petite ville, ils commençaient par construire une église et ensuite une école. Et donc, ça, c'était leur méthode de base. Et à un point que, quand ils sont arrivés à Berlin, ils ont construit, bien sûr, une église et puis une école. Eh bien, à cette époque-là, toute la haute bourgeoisie allemande envoyait leurs enfants à l'école française qui était à Berlin, et les études se faisaient en français à l'époque. Voyez, et donc ces gens-là ont créé l'industrie textile, ils ont créé tout un tas de choses parce que c'était des gens qui étaient ouverts vers le progrès. Alors que les catholiques étaient, eux, avec des œillères, ils voulaient rester dans le progrès au sens propre du terme, à savoir accompagner l'humain dans son nivellement le plus haut, on va dire, pas dans le sens progressisme actuel. C'est ça. Absolument. Et donc, en Suisse, il y a eu une mentalité très différente de celle qu'il y avait en France, et c'est probablement le début de l'origine des banques suisses, avec le sérieux, les méthodes qu'avaient ces gens-là. C'est-à-dire que c'était des gens très pragmatiques, vous voyez, ce qu'on appelait les réformés, c'est-à-dire les protestants. Voilà. Mais on ne va pas rentrer dans cette chose. Si vous voulez, c'était une petite digression. Voilà. En tout cas, pour revenir à notre sujet spécial sur les États-Unis prêts à bombarder l'Iran, nous avons eu le président de la République qui a fait envoyer à tous les Français, alors je ne sais pas si vous l'avez encore reçu, votre kit de survie. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez et surtout, est-ce que ça fait face vraiment aux enjeux du moment? Non, alors justement, nous allons, si vous voulez, on est dirigé par des ignorants ou par des gens qui se fichent complètement des Français. Pour établir
ou pour donner des directives, il faut faire d'abord un diagnostic. En fonction de la situation, on va préconiser telle ou telle chose. Mais comme en France, on refuse de désigner le risque nucléaire, puisque les gens vivent dans une bulle depuis 50 ans, on leur dit il n'y a pas de risque nucléaire, la guerre nucléaire ne peut pas avoir lieu, puisque nous possédons une force de dissuasion. C'est de la blague. Nous possédons 290 têtes nucléaires, Israël en possède 360 environ, on ne sait pas, parce que évidemment, il y a des puissances qui sont très différentes les unes des autres. Vous avez des puissances qui peuvent aller de 10 kilotonnes à 10 mégatonnes. Vous voyez, donc c'est énorme. Et bien sûr que pour fabriquer une bombe de 10 mégatonnes, il faut 100 fois plus de temps que pour en fabriquer une de 10 kilotonnes. Alors, on est dans des suppositions, mais on situe à peu près cet ordre de grandeur. Là, on a fourvoyé toute la population parce que ils ont refusé au départ. Ils se sont enfermés dans cette doctrine. Nous avons de quoi détruire l'ennemi et de faire beaucoup plus de dégâts qu'il nous en fera. C'est de la blague. La Russie, c'est un pays de 17 millions de kilomètres carrés. Même avec nos 290 têtes nucléaires, il est peu probable qu'il en a. De toute façon, nous ne pouvons pas utiliser nos 290 têtes nucléaires. Il faut savoir que vous en avez à peu près 200 qui sont stockés en France et 80, 90 qui sont sur les sous-marins, qui sont, à mon avis, les seuls à peu près efficaces. Mais sur les 80 qui pourraient être expédiés en Russie, il n'y en a pas 8 qui arriveront à destination. Parce que les installations pour défendre le territoire russe, avec des missiles, avec des stations S-400, S-500 maintenant, tout ça, il est peu probable qu'il y en ait très peu qui arrivent. Et surtout, l'immensité de ce territoire est déjà une protection. On ne va pas rentrer dans ce débat. Justement, je voulais revenir sur le côté de la bulle dans laquelle nous vivons, d'après vous. C'est que, après, nous sommes en 2025, depuis, j'allais dire, même l'époque des Gilets jaunes, mais en tout cas depuis la période Covid, nous avons quand même vécu sous cloche, c'est le cas de le dire, entre les confinements, l'isolement, le fait d'apprendre à détester son voisin parce qu'il pouvait être potentiellement contaminé presque par la peste noire. C'est comme ça que le Covid était comparé. On a eu un lavage de cerveau, une propagande, une ingénierie sociale comme jamais dans l'histoire. Et on s'aperçoit que les Français sont épuisés moralement. Il y a une forme de lassitude, de fatigue morale, une forme aussi de traumatisme psychologique, parce que certains ont du mal encore à sortir de cette époque-là. Pour faire la petite parenthèse, mais certains portent encore aujourd'hui des masques en 2025 parce qu'ils ont toujours peur qu'il y ait un virus qui émerge. On parle de pandémie en Chine, de nouveaux virus, etc. Et c'est vrai que depuis 5 ans, les narratifs se retrouvent, suivant les sujets, entre le Covid, l'Ukraine, maintenant Israël, et on a l'impression qu'on n'en sort jamais. Donc est-ce que vous pensez pas que cette propagande et que cette ingénierie sociale que les médias arrivent à alimenter à merveille avec des experts de plateau télé qu'on peut aussi appeler ultra-crépidarianistes et qui le lundi sont experts de l'Ukraine et le mercredi sont experts du Covid, est-ce que tout ça fait pas que finalement, parler de guerre nucléaire, certains se diraient « Oh non, pas encore, on a déjà vécu ça ». J'allais dire, la plupart des Français, au-delà de tous les sondages, veulent la paix et ils ont la sensation que pour avoir la paix, il va falloir de toute manière faire la guerre. Et j'ai l'impression que les Français n'ont pas envie de faire la guerre, ni même de la subir. Et on voit beaucoup d'exil par les temps qui courent, de gens qui quittent le pays pour aller se réfugier, que ce soit en Amérique du Sud ou ailleurs, parce que ils aspirent à la tranquillité, ce qui peut d'un côté se comprendre. Et en plus, on est en 2025, 80 ans après la fin officielle de la Seconde Guerre mondiale, et certains se disent, mais finalement, on a l'impression que la Seconde Guerre mondiale n'est toujours pas finie, qu'elle est toujours là 80 ans après. Donc, qu'est-ce que vous pensez de tous ces constats
une forme de lassitude généralisée, sans compter tout ce qu'on a au sein du territoire comme problématique, que ce soit sur la santé, sur l'éducation, sur la justice, et même sur le plan politique, avec un système politique qui est en train de s'effondrer totalement. On a tellement de problèmes à la fois que la guerre nucléaire paraît tellement énorme que ça dépasse le champ des possibles pour nous. Oui, c'est vrai. Il faut dire que notre pays dégringole depuis une cinquantaine d'années. Et donc, effectivement, on a descendu petit à petit à un niveau. Alors, comment ça s'est passé? Juste pour résumer, eh bien, il y a toujours la même chose, ces réseaux, si vous voulez, qui dirigent notre pays et qui s'occupent de leur intérêt et pas de l'intérêt des Français. Ça, c'est déjà très simple. Et donc, on a pu voir... alors, ces réseaux-là, ils tiennent complètement la CIA, le FBI, mais la CIA tout particulièrement. Et la CIA est chargée d'organiser les révolutions de couleur. Les Français l'ignorent, mais 1968... la première révolution qu'il y a eu, c'est la CIA qui a organisé tout ça et qui a financé. Vous voyez, les Cohn-Bendit, etc., faisaient partie de ce système. D'ailleurs, et ils sont toujours là, d'ailleurs. Voilà. Donc, alors, ça, effectivement, il n'était pas question que la France devienne un pays indépendant. Il fallait qu'elle soit sous l'autorité des États-Unis, parce que les États-Unis sont sous l'autorité de ce réseau. Vous voyez, donc c'est ça. Alors, petit à petit, on a commencé par faire sortir le général de Gaulle, qui lui était pour l'indépendance, et puis ensuite on a mis des personnes qui sont du lobby. Georges Pompidou était directeur général chez Rothschild, donc il était vraiment de la maison. Un peu plus tard, il y aura Emmanuel Macron, qui est de la banque Rothschild, actionnaire, etc. Donc, vous voyez, tout ça, on est dans ce monde-là. Et alors, donc, pour en revenir à la situation présente, effectivement, le fait que on nous a vendu l'Union européenne comme une organisation de paix, une organisation de prospérité. Or, en réalité, depuis que nous sommes rentrés, les Français, dans l'Union européenne, nous n'avons fait que de dégringoler sur le plan économique. Nous avons perdu tout notre tissu industriel, enfin on va dire 80% de notre tissu industriel, on a perdu notre indépendance, etc. Et maintenant, le pire, c'est qu'on a remplacé, c'est ça le point important, on a remplacé des emplois productifs par des emplois improductifs. C'est-à-dire que c'est ça tout le malaise qu'il y a en France. Vous aviez avant des multitudes de petites entreprises, d'entreprises moyennes et de grosses, qui employaient des gens qui produisaient fabriquaient des machines, fabriquaient des avions, fabriquaient tout un tas de choses. Eh bien maintenant, on ne fabrique plus rien, ce sont des fonctionnaires. On a fait une quantité de millefeuilles, si vous voulez, pour faire des fonctionnaires qui sont dépendants de l'Union européenne, dépendants de la fonction publique française. La fonction publique a complètement écrasé notre économie. Maintenant, on est dans une situation on ne peut plus rien faire. Alors justement, il y a cela, mais il y a aussi l'intelligence artificielle qui est entrée, j'allais dire, de plein pied, on peut le dire aujourd'hui, même sur les réseaux sociaux, sur Internet. Aujourd'hui, quand on regarde une vidéo, on se demande si c'est une vraie vidéo ou si c'est de l'intelligence artificielle, tellement, même pour ma génération, qui a grandi avec Internet, c'est presque troublant et c'est même dangereux parce qu'on ne sait plus différencier le vrai du faux, oui, comme dans l'information. Ensuite, il y a le transhumanisme et puis il y a l'histoire des puces et c'est là que Musk entre en jeu puisqu'il voulait implanter, et il le fera, la puce dans le cerveau. Quand Aaron Russo, à une époque, l'ancien producteur américain qui est décédé en 2007, parlait justement d'une rencontre avec les Rockefeller, Nicolas Rockefeller qui connaissait très bien et qui lui parlait de la puce RFID, donc il y a presque 20 ans. Vous parliez des emplois, vous parliez de la désindustrialisation, mais il y a aussi une forme de, entre guillemets, grand remplacement technologique qui se produit avec l'humain de plus en plus robotisé et remplacé par la machine. Et justement, moi, la question que j'ai envie de vous poser par rapport à cette potentielle guerre mondiale qui arrive, qui sera bien différente, qui l'est déjà bien différente d'ailleurs des guerres, Première Guerre mondiale, Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, comment peut se passer une troisième guerre mondiale
pour, j'allais dire, la population actuelle qui, pour la plupart, n'a jamais connu les autres guerres mondiales. Je vais faire l'impasse sur la guerre d'Algérie, la guerre du Koweït, etc. Mais j'allais dire pour ma génération des années 90, pour la toute nouvelle qui arrive et qui sera confrontée potentiellement à d'autres guerres, comment ça pourrait se passer? Je voyais certains reportages qui parlaient de robots tueurs, justement créés par les Israéliens, de machines de guerre où finalement l'humain il sera à distance avec des drones capables de larguer des bombes n'importe où juste en appuyant sur un bouton. Comment voyez-vous une troisième guerre mondiale au quotidien, j'allais dire? Oui, alors si vous voulez... là, on va un petit peu vers le futur, mais dans la réalité immédiate. Vous savez que j'ai commencé ce livre par une présentation, justement, que nous étions à une rupture technologique, puisque c'était l'apparition des missiles portables à l'épaule, et des missiles qui allaient modifier toute la donne au niveau de la stratégie militaire. Ça, c'est le point important. J'ai bien expliqué dès l'introduction dans ce livre, j'ai expliqué, et on a pu le voir, donc en Ukraine, comment les choses se sont déroulées. Donc effectivement, les drones ont un point important, mais justement, on est là, on va revenir dans l'actualité. Vous allez voir. Pourquoi Trump est pressé de négocier une paix en Ukraine? Il est pressé. Et ce qui fait le jeu de Vladimir Poutine, puisque lui, il est dans une situation de conquérir une grande partie, enfin tout du moins la partie de l'Ukraine qui l'intéresse, la partie russophone, et de dénazifier l'Ukraine. Ça, il va arriver à ce but-là, c'est à peu près certain. Et pensez-vous qu'il a raison là-dessus? Alors, oui, on peut dire. Alors moi, on va pas rentrer là, c'est un débat politique. Oui. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Moi, je pense qu'il a porté secours à la population russophone en Ukraine, qui était massacrée depuis 2014. Hein, et donc, ça, c'est un autre débat. Mais si vous voulez, pour rester sur le plan technique et scientifique, pourquoi est-ce qu'il manœuvre très vite pour essayer d'arrêter cette guerre en Ukraine? Eh bien, les gens l'ignorent. C'est tout simplement parce qu'il veut récupérer toutes les équipes qui sont actuellement en Ukraine, en Pologne, en Roumanie, et qui sont des spécialistes qui travaillent avec la couverture satellite qui est au-dessus de l'Ukraine pour donner les informations en temps réel à toute l'armée, ce qui reste de l'armée ukrainienne. Et donc, il veut récupérer tout ce monde-là pour l'installer dans les bases au Moyen-Orient pour démarrer sa guerre contre l'Iran. Parce que la guerre contre l'Iran, pour les Américains, ça ne va pas être une partie de plaisir. Je peux vous dire qu'ils vont se heurter à des difficultés énormes. Si vous voulez, je veux simplement passer au tableau pour vous donner une idée de ce que comment les choses sont déroulées. Monsieur Chevrier, que si la paix n'était pas aussi rapide qu'il l'espère, imaginons que ça ne se produit que dans un an, ça veut dire que la Troisième Guerre mondiale peut être repoussée d'un an. Non, je pense que ça ne changera rien. Non, ça ne changera rien. Il va simplement, s'il avait pu effectivement obtenir... Donc s'il l'avait fait dès son arrivée en janvier... Il a essayé de mettre en place tout, mais les Russes sont les gagnants de cette guerre, ils ne sont pas pressés, ils ont le temps devant eux, et donc chaque semaine qui passe, ils gagnent des territoires. Est-ce que vous pensez que Poutine connaît parfaitement les ambitions de Trump? Oui. On a cru voir dans l'actualité récemment, pas forcément traditionnel, mais dans les médias alternatifs, qu'ils se préparaient déjà à placer leurs pions, si je puis dire, suivant ce que Trump allait faire. Parce qu'on voit quand même que Trump, entre guillemets, il a une aura internationale, et on en reparlera tout à l'heure. Oui. C'est-à-dire que quand il prend une décision, quand il est arrivé à la Maison-Blanche, il a signé des dizaines de décrets dans la journée. Et certains se disaient, en 3 jours, il a fait plus que tel dirigeant en 25 ans. Ce qui est vrai d'un côté et ce qui se nuance de l'autre. Mais par rapport à ça, est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir un affrontement entre Trump et Poutine et que nous, on se retrouve au plein milieu à récolter les effets collatéraux? Alors, il y a ce risque-là, mais ça n'est pas un risque immédiat. D'accord. Dans un premier temps, si vous voulez, on va essayer de donner des informations concrètes
aux Français bien sûr. sur comment les choses vont se dérouler en Iran. D'accord. Donc, ils vont certainement désengager ces équipes de spécialistes qui sont actuellement en Ukraine et autour de l'Ukraine pour les placer dans les bases qu'ils ont au Moyen-Orient parce que aujourd'hui la guerre, vous en parliez tout à l'heure, eh bien c'est d'abord et avant tout des satellites qui permettent d'être présents partout. C'est-à-dire que vous savez, vous voyez un char qui se déplace quelque part, vous voyez un fantassin qui se déplace, c'est quelque chose c'est pratiquement on est arrivé à des vidéogames, à la guerre, comme un jeu vidéo. Si vous voulez, par des instruments. Et donc, c'est très très important d'avoir. Vous ne pouvez plus aujourd'hui faire la guerre si vous n'avez pas une couverture de satellites, ou tout du moins vous seriez handicapé. Et donc, ils vont probablement dégager un grand nombre de personnes qui se trouvent dans la région de l'Ukraine pour les installer. Je vais passer au tableau. Allez-y, je vous en prie. Pour vous donner quelque chose. Alors, là, vous avez le Moyen-Orient, vous avez Israël, la Cisjordanie, le Liban, et les bases américaines qui sont au Moyen-Orient. Et donc, vous avez en Turquie une base très importante, vous avez en Irak plusieurs bases avec 2500 militaires américains, vous avez 13 500 militaires américains au Koweït, vous avez 5000 militaires américains à Bahreïn. Bahreïn, c'est une petite île qui est rejointe par le continent avec un pont. Je connais Bahreïn, je connais toutes ces régions. Vous avez au Qatar 8000 Américains, c'est plusieurs bases au Qatar, c'est énorme. Dans les Émirats d'Arabes Unis, à l'époque, je vous parle des chiffres qui sont en 2020, 2022, 3500. En Arabie Saoudite, là je connais les bases aussi, qu'il y a des bases américaines en Arabie Saoudite, 2700 militaires américains. Il faut savoir que toute l'Arabie Saoudite est en principe une Mecque, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir des... Vous savez, et bien là, ils ont obtenu les bases et tout. Et donc tous ces gens-là, l'Iran est ici, elle s'étend plus loin, mais à l'échelle où je suis, on n'a qu'une partie de l'Iran. Toutes ces bases sont destinées à attaquer l'Iran en ce moment. Mais d'un autre côté, toutes ces bases sont devenues des cibles. Vous voyez ? Et donc, voilà comment les choses vont se passer. C'est-à-dire que on va aller maintenant sur une autre carte. Alors, avant d'aller sur la carte, ou on peut aller tout de suite sur la carte, je reviendrai après. Donc, voilà, à une autre échelle, vous avez donc l'Iran, qui est un pays de montagne. C'est très important, parce que ça permet de creuser des tunnels dans la montagne, d'y installer de véritables bases qui sont, on pourrait qualifier de souterraines, mais qui ne sont pas souterraines puisqu'elles sont très nettement au niveau supérieur de la vallée. Et donc là, on a des tunnels. Imaginez le tunnel du Mont Blanc. Eh bien, vous avez à peu près 100 kilomètres de tunnels comme ça dans les montagnes qui ont été construits depuis des années et qui sont installés par... With ranges exceeding 2,000 kilometers, capable of reaching targets deep within enemy territory. The country's ability to mass-produce these advanced weapons has turned its underground missile cities into a formidable threat. As Iran continues to enhance its arsenal, its missile capabilities are becoming more diverse, precise, and deadly, changing the region's strategic calculus. Donc voilà ici l'Iran. La base de Diego Garcia, elle est là. C'est une base au milieu de l'océan Indien qui est louée par les Américains aux Anglais. Donc les Anglais seront impliqués dans cette guerre, qu'ils le veuillent ou non. D'accord. Là, actuellement, il y en a 6, il va y en avoir 7
bombardiers B2. Ce sont des bombardiers qui ne sont pas détectables par les radars ou très difficilement. Et donc, ils vont avoir cette capacité de décoller et puis de se faire vraisemblablement. Ils ont un rayon d'action. On va revenir au bombardier B2. Vous allez voir, voilà. Le bombardier B2, c'est cet avion-là. Donc, c'est un avion furtif, longueur 21 mètres, envergure 52 mètres. C'est énorme. J'étais en 98 en Floride, j'ai vu ces avions-là passer au-dessus de moi. C'est quelque chose de très impressionnant. J'ai ressenti quelque chose, c'est difficilement explicable. On ne parlait pas de guerre du tout à cette époque-là. Quand ils sont passés au-dessus de moi, j'étais sur un grand terrain en Floride, j'ai vu passer ces avions qui allaient atterrir un peu plus loin, une impression phénoménale. Donc, la hauteur est de 5 mètres, la surface 478 mètres carrés, et le rayon d'action, c'est de 11 000 kilomètres. Donc, comme je vous ai fait voir, ils n'auront pas la capacité de faire l'aller et retour, ce serait limite, ils se feront donc ravitailler en vol sur le chemin du retour. Il a été fabriqué 21 appareils aux États-Unis seulement parce que chaque appareil coûte 2 milliards 130 millions. 2 milliards 130 millions. Ça, c'est un coût, si vous voulez, de construction. Maintenant, il y a l'entretien et tout ça. Donc, ils ont une flotte de 21. Et sur les 21, 7 sont placés maintenant à Diego Garcia. Donc, imaginez, un tiers, on va dire, ils sont, par rapport à des avions qui sont en entretien, ils ont plus de 50% de leur flotte qui sont là-bas, prêts à décoller. Alors, voilà ce que peut porter cet avion. C'est quelque chose d'énorme. Ils peuvent transporter 16 bombes nucléaires de 1 tonne chacune. Ils peuvent transporter 16 missiles de croisière. Alors ça, c'est très important. Parce que les tunnels qui sont creusés dans la montagne ne peuvent pas être détruits par les premières bombes qu'ils vont utiliser sur les bases qui sont les ateliers à 40 et 50 mètres sous terre. Pour détruire un tunnel du type tunnel Mont-Blanc, il faut que ce soit un missile cruise, si vous voulez, un missile de croisière qui suit le sol et qui arrive dans la porte à l'horizontale et qui rentre dans le tunnel. Sans ça, si vous bombardez avec la première mission de ces avions, ça va être de transporter 2 bombes GBU-57. Ce sont des bombes spéciales anti-bunker, 6 mètres de long, 14 tonnes chacune. Le bombardier ne peut en transporter que 2. Ces bombes ont la particularité de pouvoir rentrer jusqu'à 60 mètres de profondeur dans le sol, passer à travers des murs de béton de 1 mètre d'épaisseur, parce que tout l'avant de cette bombe, c'est de l'acier plein, spécialement traité, à la vitesse. Cet avion vole à 15 000 mètres d'altitude, 50 000 pieds. Et donc, quand il va larguer sa bombe, qui n'est pas un missile, qui est une bombe qui va prendre sa vitesse uniquement par gravité, par son poids, elle est dirigée avec des petits ailerons qui sont derrière. Ces ailerons vont lui permettre d'avoir une précision d'environ 2 à 3 mètres, vous voyez, en partant de 15 000 mètres. Au fur et à mesure qu'elle va prendre de la vitesse, elle va se diriger sur l'endroit précis que les satellites ont détecté. Elle va rentrer dans le sol, elle va exploser à la profondeur qu'on aura destinée, parce que l'explosif est sur la partie arrière de la bombe. Et là, au moment où elle arrive à la profondeur adéquate, elle explose. Toutes les centrifugeuses qui sont dans ces trucs vont représenter un danger pour la population civile iranienne, vont représenter un danger pour toutes les populations qui sont autour. À mon avis, c'est une bêtise énorme qu'ils sont en train de commettre, mais ils sont décidés à le faire. Ça, ce sera la première vague. Ils vont d'abord attaquer. Et puis ensuite, comme cet avion a la possibilité, si vous voulez, de voler sans être vu par les radars, eh bien, ils largueront des missiles de croisière. Et ces missiles de croisière suivront le sol pour aller dans ces portes de tunnels, parce qu'il n'y a pas de moyen autrement de les détruire. Et donc, quand ils rentreront dans les tunnels, et là, à mon avis,
je peux me tromper, mais à mon avis, ils utiliseront des petites charges nucléaires parce que les tunnels, il y a tellement de chicanes et de choses pour empêcher la destruction qu'il faudra une explosion qui dure longtemps pour arriver à détruire toutes les installations qui sont à l'intérieur, qu'on a fait voir dans notre petit documentaire. Alors, tout ça, c'est des choses militaires, et nous, on ne peut rien y faire. Nous sommes là, nous sommes des victimes potentielles. Il n'y a aucun événement, j'allais dire, mineur ou majeur qui pourrait contrecarrer ces... Alors, on va donner, si vous voulez, aux personnes qui nous font l'honneur de nous regarder, on va donner des recommandations. Parce que cette guerre, en quelque sorte, au Moyen-Orient, on n'est pas directement concerné, on n'est pas directement impacté. Mais par contre, il va y avoir des conséquences très rapides sur des problèmes de transport, sur les transports par bateau, sur les transports par camion, etc. Donc moi, ce que je voudrais dire, voilà les recommandations que je donne. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre qu'en France, on n'est pas actuellement à ce stade préoccupé par les conséquences de la guerre et des radiations nucléaires. On va être concerné par des problèmes de livraison, d'approvisionnement des supermarchés, etc. Et donc, je vais donner quelques recommandations qui sont des recommandations de bon sens, mais le bon sens a l'air de faire défaut à tous nos dirigeants actuellement. Et donc, là, le déclenchement de cette guerre aura des conséquences pour nous sur le plan des livraisons. Donc, le premier conseil que je donne, pour les personnes qui ont un traitement médical quotidien, c'est de faire un stock dès maintenant de 6 mois. Vous voyez, c'est écrit dessus, 6 mois de médicaments en stock. Ensuite, la deuxième chose, c'est que pour ceux qui vivent à la campagne, ceux qui vivent pas dans les villes, eh bien, c'est de faire un petit stock de gasoil pour ceux qui roulent avec le gasoil, et surtout de faire un stock de fioul dès maintenant pour chauffer la maison. Vous voyez? Donc ça, c'est les 3 recommandations que je donne au départ. 2 jerrycans de essence ou de gasoil pour pouvoir se déplacer au cas où, parce que quand ça va péter dans 4 semaines, il va y avoir la queue de 2 kilomètres à toutes les stations d'essence. C'est pas maintenant qu'il faut. Pendant le Covid, juste avant les phases de confinement, tous ceux qui se précipitaient pour aller acheter du papier toilette, par exemple, et comment dire, si vous voulez, la panique aussi. Après, pour nuancer un peu vos propos, pensez-vous que c'est seulement de l'incompétence de la part de nos dirigeants, ou ne pensez-vous pas, comme disait Claire Sévrac, que, comment dire, ne leur pardonnez pas, ils savent très bien ce qu'ils font. Est-ce que le but de cette guerre secrète contre les peuples, qui n'est plus une guerre secrète, n'est pas aussi les fameux plans qu'on peut évoquer de Davos, etc. Moi, j'irai pas jusque-là. J'irai pas jusque-là ? Non, non. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'incompétence. Et puis, la plupart de ceux qui nous dirigent, ce sont des jeunes. Moi, si vous voulez... Est-ce que vous ne pensez pas qu'ils ont prévu pour eux, par contre, là, j'ai vu un reportage... Non, ils seront dépourvus comme la plupart du temps. Parce que, si vous voulez, moi, j'ai eu la chance ou la malchance, si on veut, de naître en banlieue parisienne, dans une ville qui était bombardée pendant la guerre par les Américains. D'accord. Et donc, je suis né au milieu de la guerre, et donc, mes parents m'ont parlé pendant toute mon enfance de la guerre, de tout ce qu'ils ont manqué. Moi, je peux vous dire, là, je vais vous parler de ce qu'il faut faire maintenant. Mon père, qui est venu sur le tard s'installer en Dordogne, eh bien, avait chez lui, vous vous rendez compte, 40 ou 50 ans après la guerre, avait un stock de savon, de bouteilles d'huile, etc. Parce que ils savaient comment ils avaient été privés pendant la guerre. Vous voyez, c'est tout ce qu'on n'a pas, parce qu'on a, j'allais dire, on a vécu dans le confort, dans la fameuse abondance, comme dirait Macron, pendant des années. Donc voilà. Alors, si vous voulez, ce qui est très important, c'est d'avoir déjà, si on dit à la campagne, ceux qui vivent dans les villes, ils ont le métro, ils ont tout ça, mais nous, il faut penser à faire pour garder son indépendance. Ensuite, il faut un stock d'eau. Alors, vous savez, le kit de survie prôné par Macron, c'est de la blague, parce que ça ne s'adapte pas à cette situation-là. Si vous voulez, il ne s'agit pas de tenir 3 jours, il s'agit d'être capable de vivre pendant 3 ou 4 semaines, le temps que tous les réseaux se réorganisent pour avoir de la nourriture et tout ça. Donc là, ici, j'ai fait la liste de tout ce qu'il faut, et j'ajouterai 2 choses qui sont importantes, que j'ai pas marquées sur ma liste parce que c'était du savon et du papier toilette. Vous voyez, ça, c'est vraiment les choses importantes
qu'il faut avoir chez soi parce que nous ne serons pas directement concernés par la guerre, mais indirectement, nous allons subir ce système qu'il y a eu, que pendant la guerre, on ne trouvait rien, quoi. Il y avait rien. Les gens étaient dans des situations obligés de faire 40 kilomètres en vélo pour aller chercher 3 kilos de pommes de terre ou des choses comme ça pour survivre. Y a-t-il un risque de blackout, de panne générale de courant, d'électricité, de réseau, etc. Non, je pense pas. On n'est pas dans cette situation-là parce que dans un premier temps, les combats vont être concentrés sur le Moyen-Orient. Après, on pourra refaire une autre vidéo, on verra s'il y a un risque que ce conflit s'étende, ce qui pourrait se faire à l'Europe et à une confrontation entre la Russie et les États-Unis. Si j'ai bien compris, Monsieur Chevrier, on va dire que c'est une fiction politique, parce que forcément on espère que ça n'arrivera pas, mais grosso modo, prenons le 1er mai pour acter. 1er mai 2025, les États-Unis donc bombardent, attaquent l'Iran. Le temps que ça réagisse, ça peut mettre 24 heures, voire plus. Il peut y avoir donc des combats de part et d'autre. Nous, on reste quand même au milieu sur le plan mondial, géographiquement. De ce que j'ai compris, de ce que vous m'aviez dit avant cette émission en amont, c'est que l'Europe pourrait être touchée, mais plus tard, donc ça pourrait être cet été, comme plus tard encore, peut-être même, on va dire, l'automne prochain. Oui. Mais d'ici là, il y aura quand même, j'allais dire, des questionnements, des débats, des interrogations, beaucoup de propagande aussi, en disant que l'Iran c'est les méchants et les États-Unis c'est gentil. J'allais dire quelles sont vos recommandations sur le plan psychologique plutôt, au-delà du matériel qui est nécessaire bien sûr. J'allais dire c'est comme pendant le Covid. Avec ne pas se serrer la main ou ne pas tuer papy et mamie, etc. Sauf que là, on déporte le problème non plus au côté sanitaire, mais au côté vraiment géopolitique et la guerre au sens premier du terme. Que conseillez-vous aux gens qui ont peur, et il y en a beaucoup plus qu'on ne l'imagine, parce que même sans télévision, on voit les gens dans la rue, parfois ils peuvent être un peu paniqués. Qu'est-ce que vous leur dites pour, j'allais dire, aborder cette problématique-là de la façon la plus saine possible sur le plan mental, si je puis dire. Sachant que c'est l'année de la santé mentale, faut le rappeler. Voilà, qu'est-ce que vous leur recommandez ? Alors moi, je pense qu'il faut arrêter de se raconter des histoires. Il faut être, vous voyez, actuellement, tous nos dirigeants politiques, opposition, gauche ou à droite ou tout ça, à quoi ils pensent ? Ils pensent aux élections présidentielle de 2027. Mais vous vous rendez compte que nous sommes peut-être à 4 semaines du déclenchement de la Troisième Guerre mondiale et on est en train de penser aux élections. Alors ça, il faut que les gens reviennent les pieds sur terre, vous voyez, en disant, bon, voilà, on va s'organiser, on va nous-mêmes se prendre en charge. Il faut que les gens se prennent eux-mêmes en charge, qui n'attendent rien de l'État ou des responsables politiques. Ce sont des ignorants pour la plupart du temps, ce sont des marionnettes, ce sont des gens qui ne pensent, quand vous voyez cette honte, pour moi, Marion Maréchal et Jordan Bordella, qui vont faire allégeance à Netanyahou en Israël, alors que ce bonhomme est en train de pratiquer un génocide sur la population de Gaza depuis 17 mois. Depuis 17 mois, ils ont largué à peu près 90 000 tonnes de bombes sur ce petit État. Et là, moi, c'est la honte en tant que Français que l'on va cautionner cet homme qui est un criminel de guerre. Vous voyez ? Donc ça, c'est inacceptable. C'est des gens qui sont complètement en dehors de la réalité. Mais là, on rentre dans le domaine politique. Moi, je m'en fiche de leur politique. Ce qui compte, c'est qu'on puisse aider les gens en disant « N'ayez pas peur, soyez conscients que nous avons actuellement la chance d'être dans un pays qui est un peu en dehors de ce conflit direct. Par contre, il est probable que Israël, une fois qu'elle sera en difficulté, utilisera son arsenal nucléaire. Mais là encore, je veux apporter des éléments de réconfort. Si Israël utilise une partie de son arsenal nucléaire, elle le pratiquera avec des explosions à basse altitude, qui sont des explosions qui ne dégagent pratiquement pas
de radioactivité, qui n'ont pas de retombées radioactives, qui sont les retombées, pour être précis, radioactives, sont limitées au poids de la bombe elle-même. C'est-à-dire, c'est dérisoire, c'est une bombe qui fait 500 kilos ou 1 tonne. Les explosions au sol, par contre, seraient quelque chose avec des conséquences. Mais là, pourquoi Israël pourrait être amené à utiliser son arsenal? Eh bien, il est évident que les Iraniens vont répliquer en direction de Tel Aviv avec des missiles conventionnels. Je vous l'ai dit, ils n'ont pas besoin de l'arme nucléaire pour détruire une partie d'Israël. Ils peuvent néanmoins envoyer un missile sur Dimona. Dimona qui a été construit par les Français avec 6 étages sous la centrale où là on enrichit l'uranium. Là, ça aurait des conséquences dramatiques pour toute la région. J'espère qu'ils ne le feront pas. Ils pourraient simplement se limiter, les Iraniens pourraient se limiter à des explosions conventionnelles. Et dans ce cas-là, Israël enverra ses propres missiles au-dessus de Téhéran. Ce sera des explosions à basse altitude. Il y aura beaucoup de morts, mais il n'y aura pas de retombées pour nous, Européens. Voilà ce qu'on peut dire pour aujourd'hui. Après, on fera une autre émission plus tard, si vous voulez, pour donner un petit peu l'évolution de la situation. Très bien. En tout cas, merci pour cette présentation des événements et de l'actualité. Sachant que, voilà, le but de cette émission, c'était avant tout de présenter ce qui risque d'arriver dans quelques semaines, à savoir les Américains prêts à bombarder l'Iran, ce qui provoquerait une potentielle 3e guerre mondiale. Alors bien sûr, on ne l'espère pas, mais il faut prévenir plutôt que guérir, comme on dit. Et je remercie Monsieur Chevrier de m'avoir invité dans ses studios pour cette émission spéciale, afin d'alerter, de prévenir des risques et surtout de se préparer à une éventualité par rapport à cet événement, en revenant sur un petit peu l'historique, sur ce qui s'est passé ces derniers mois, et encore une fois rappeler que, entre guillemets, il n'y a pas de sauveur et que d'abord et avant tout, il faut, se sauver soi-même en quelque sorte, entre autres. Voilà. Merci Monsieur Chevrier. Merci à vous pour cette émission. Et donc à une prochaine fois. À très bientôt. À très bientôt. Merci.